Bravo, c'est quand même important d'avoir des tribunes comme ça pour parler de ces thématiques qui sont importantes. Du coup, je ne sais pas si vous voyez bien mon PowerPoint, il n'y a pas de souci? Ouais, c'est tout bon. Super. Je vais commencer par me présenter. Je suis Marine Mutis, je suis psychologue clinicienne. Je travaille à l'hôpital psychiatrique de Nancy et donc je suis doctorante en 3e année au laboratoire interpsy de l'Université de Lorraine et de l'Université de Strasbourg. Et je vais vous parler aujourd'hui du coup de mon sujet de thèse qui est sur la lucidité terminale. Donc ça, c'est un sujet sur lequel je reviendrai plus particulièrement. Et donc les répercussions que ce phénomène peut avoir pour les familles et pour les soignants. Donc phénomène qui est qualifié encore d'une expérience exceptionnelle en fin de vie. Donc je vais commencer par définir un petit peu le phénomène de lucidité terminale. Alors il n'y a pas encore de définition consensuelle qui existe. Il y a encore beaucoup de débats vis-à-vis des formes ou des manifestations qu'elle peut recouvrir. Mais dans l'idée, on peut la définir comme une réversibilité ante-mortem de dysfonction. Donc, c'est par exemple le retour de la communication, de la parole, de la mémoire, de la capacité à se lever chez des personnes qui étaient semi-inconscientes, si ce n'est inconscientes, ou en tout cas avec un état général assez gravement altéré par des pathologies. Et finalement, ce temps de récupération, il survient uniquement avant le décès. Donc ça se manifeste quelques heures, quelques jours ou quelques semaines dans certains cas avant le décès des personnes qui ont donc manifesté ce regain d'énergie. C'est vraiment quelque chose d'assez limité dans le temps. Les épisodes eux-mêmes peuvent durer quelques minutes à quelques heures, au maximum quelques jours. Finalement, la lucidité terminale, elle peut prendre place dans énormément de pathologies. On la retrouve dans le cas de démence, notamment la démence d'Alzheimer, mais on la retrouve aussi chez des personnes qui pouvaient souffrir de méningite, qui souffraient de problèmes cérébraux suite à des AVC ou suite à des tumeurs cérébrales. On la retrouve également chez des personnes atteintes de schizophrénie, donc assez tard dans la vie. C'est vraiment quelque chose qui peut se manifester à partir du moment où l'état général de la personne est altéré, peu importe du coup la pathologie qui a provoqué ça. Il y a encore peu d'études qui estiment la prévalence d'un tel phénomène, parce que ce n'est pas quelque chose qui est connu depuis extrêmement longtemps. C'est étudié depuis 2 siècles, mais il y a eu très peu de recherches au cours du XXe siècle et les travaux reprennent à peine depuis quelques décennies dans la lignée des expériences de mort imminente. Donc les quelques études qui ont essayé d'approcher la prévalence trouvent environ 10%. Donc il y a quelques études qui datent du 19e siècle, quelques études plus récentes qui cherchent un petit peu des témoignages de soignants. Par exemple, dans une étude, il y a près de 70% des soignants d'une équipe qui disent avoir pu être témoins d'un phénomène de lucidité terminale. Mais dans les faits, on n'observe pas tant que ça chez les patients eux-mêmes. Ça reste un phénomène qui est quand même relativement rare. Maintenant, je vais vous parler un petit peu plus de la revue littérature que j'ai pu faire sur le phénomène et j'en ai dégagé donc les principales répercussions que ce phénomène peut avoir et c'est ce que je commence à retrouver donc, dans les premiers résultats de ma recherche. Je suis encore en train de la mener, donc je vais vous parler essentiellement un petit peu de ce que j'ai pu d'abord trouver dans la littérature. Donc, en premier lieu, la lucidité terminale, elle a des répercussions sur la notion de conscience. Donc là, c'est plutôt d'un point de vue théorique. Mais finalement, elle montre que malgré une altération et parfois même une destruction du substrat biologique qui est le cerveau, la conscience peut revenir, la personne peut retrouver ces facultés-là. Et finalement, ça viendrait dire que donc la conscience, l'esprit, ne se manifeste pas que par le cerveau et serait peut-être situé pour certains auteurs ailleurs, ou en tout cas que le cerveau ne serait que le filtre de la conscience et n'en serait pas le lieu, puisque si ce lieu est détruit, la conscience ne devrait plus advenir. Donc finalement, ça remet un petit peu en cause les théories biologiques consensuelles aujourd'hui, qui amènent plutôt que la conscience est produite par le cerveau, et ça nécessiterait peut-être de réfléchir à de nouvelles hypothèses sur la conscience. Donc ça, c'est un lourd travail dans lequel je vais me contenter d'émettre des hypothèses de mon côté. Mais par exemple, certains auteurs, dans la lignée des travaux sur la lucidité terminale et sur les expériences exceptionnelles en fin de vie, posent la question de la survivance de la conscience au-delà du coup de la mort et de la mort biologique. Et dans le cadre du soin plus particulièrement, ça remet aussi du coup en question la prise en charge des personnes en situation d'inconscience.
où parfois il y a vraiment un désinvestissement voilà, de certains proches, de certaines familles ou même des soignants vis-à-vis des personnes qui sont dans des états végétatifs. Il y a aussi évidemment la notion d'impuissance de ces personnes-là vis-à-vis de l'état de leurs proches ou de leurs patients. Mais finalement, du coup, la lucidité terminale vient souligner que malgré cette inconscience, cette absence de réponse, la personne est toujours présente et que voilà, il y a une possibilité de réfléchir à des dispositifs qui prennent ça en compte et qui voilà, cherchent à maintenir du lien même avec les personnes qui ne sont plus répondantes et même dans des états végétatifs. La deuxième répercussion assez majeure que peut avoir la lucidité terminale, c'est dans le cadre des soins et donc des soignants, et en particulier des pratiques, donc des personnes qui s'occupent des patients en fin de vie. Des quelques témoignages que j'ai déjà pu recueillir, certains soignants me disaient que ça modifiait déjà leur pratique, que même s'il n'existe aucune théorie sur la lucidité terminale, déjà ils l'entendaient comme un signe du décès imminent, donc ils pouvaient l'inscrire dans leur pratique comme voilà, une fin approchant et du coup prévenir les familles, essayer voilà, d'amener ce sujet, de dire qu'il y avait effectivement un regain d'énergie, mais qu'il fallait quand même se préparer à ce que la personne décède de sa pathologie et que ça ne voulait pas dire une guérison pour autant. Mais là où tous les soignants, ça ne s'inscrit pas encore comme tel. Malheureusement, il y a encore des difficultés à pouvoir aborder ces phénomènes-là dans les services en fin de vie et pour les professionnels. C'est difficile d'échanger entre professionnels, entre collègues sur ces expériences-là. Et ça peut amener, voilà, au-delà du sentiment d'incompréhension, parfois même du stress ou des malaises sur le lieu de travail, dans le sens où les personnes voilà, ne peuvent pas parler de ces expériences dont elles ont pu être témoins, ne trouvent pas d'explication ou même de soutien vis-à-vis des collègues ou d'autres personnes. Et ça peut entraîner plus de stress. Il y a plusieurs études, notamment menées en Amérique du Sud, qui ont amené des résultats sur le fait que les soignants qui assistaient à des expériences exceptionnelles en fin de vie étaient souvent plus stressés, avaient des niveaux de stress plus élevés quand ils ne pouvaient pas en parler avec leur père. Et il y a aussi toujours la stigmatisation de ces expériences un petit peu exceptionnelles qui peuvent être associées au paranormal, mais aussi à des pathologies psychiatriques qui amènent d'autant plus cette difficulté à en parler, à pouvoir se confier avec la crainte d'être jugé, surtout d'être jugé par ses pairs et d'être jugé comme voilà, pouvant avoir des problématiques qui amèneraient à percevoir ces expériences-là, voilà, là où d'autres n'y accordent pas de crédit. Et la dernière répercussion majeure du phénomène de lucidité terminale, c'est celui que cette expérience peut avoir sur les proches, donc sur les personnes qui vont accompagner les patients qui vivent une telle expérience. Il y a deux grands axes qui se dégagent pour l'instant de la littérature et des quelques cas cliniques que j'ai pu observer. Tout d'abord, c'est dans un premier temps la possibilité d'engager des interactions positives avec la personne mourante. Donc finalement, là, les proches vont se saisir de cette lucidité terminale, de ce petit temps de regain d'énergie pour pouvoir échanger avec leurs proches, pour pouvoir une dernière fois dire certaines choses, une dernière fois dire au revoir, dire adieu. Voilà, pour certaines personnes, ça a été l'occasion de revenir un petit peu sur leur histoire de vie, d'exprimer leurs sentiments et du coup comment dire, une manière finalement d'accentuer tout le travail d'accompagnement de ces personnes qui a pu déjà se mettre en place en amont. C'est une manière vraiment d'accentuer ce travail-là, le travail de pré-deuil qui peut se mettre en place et donc de préparer déjà à nouveau le travail de deuil qui va suivre et d'en être tout du moins une aide, si ce n'est pas voilà, quelque chose qui va en tout cas participer à faciliter ce processus qui reste quand même quelque chose de complexe et difficile à traverser. Mais en tout cas, ça permet voilà, d'être un moment plutôt positif, ou en tout cas, dans certains cas, voilà, d'être vraiment un moment privilégié avec la personne qui va décéder. Mais dans un autre cas, pour d'autres personnes, ça va être au contraire quelque chose de très négatif, parce qu'il va y avoir l'impression d'avoir eu un faux espoir de guérison qui va finalement tout de même être suivi du décès, et donc un décès qui va cette fois-ci être perçu comme assez brutal. Donc là, cette fois-ci, ça va plutôt venir contrebalancer tout le travail d'accompagnement, tout le travail de pré-deuil qui avait pu se mettre en place, dans le sens où les proches, en voyant la personne aller mieux, récupérer ses capacités, ses facultés, pouvoir même parfois échanger, parler, dire que ça va mieux, va y avoir beaucoup d'espoir qui va être placé dans ces moments-là. Et lorsque ça ne peut pas être parlé comme quelque chose qui va venir signifier la fin
ou lorsque la personne ne dit pas qu'elle sent qu'elle va mourir et fait ses adieux, ça peut susciter beaucoup d'espoir. Et une personne me disait par exemple qu'elle avait eu l'impression de perdre sa mère 2 fois. La première fois quand sa mère était tombée dans le coma et la deuxième fois quand sa mère était réellement morte après l'épisode de lucidité terminale et que ça lui avait fait un double choc où c'était vraiment venu complètement annuler tout le travail qui avait pu être mis en place en amont. Donc là, il y a vraiment un risque de complications, si ce n'est de traumatisme dans le deuil avec ce décès qui est beaucoup plus soudain, brutal, et vient vraiment contrebalancer tout ce qui avait pu être mis dans la lucidité terminale. Et pour finir, là encore, chez les proches et chez les familles, on retrouve une difficulté à pouvoir parler de ce phénomène-là, à pouvoir se confier, que ce soit aux soignants ou même au sein de la famille, avec une fois encore des difficultés du coup, dans la compréhension de ce phénomène-là. Une fois encore, il n'existe pas de théorie, pas d'explication, donc c'est pas quelque chose qui est connu, donc qui peut être parlé. Et il y a également la crainte du jugement, la crainte d'être jugé comme fou, d'avoir pu vivre de telles expériences ou en tout cas en témoigner. Donc voilà, le dialogue n'est toujours pas évident sur ces expériences-là. Donc c'est dans ce contexte que prend place mon projet de thèse qui s'intitule le projet Lucideuil. Donc voilà, il y a ce constat, malgré quelques pistes de travail amenées par la revue de littérature qui restent quand même assez peu développées, il y a beaucoup d'incertitudes qui persistent encore sur ce phénomène. Et donc l'idée, ne pouvant pas approcher directement la lucidité terminale puisqu'elle prend place dans des moments juste avant le décès des personnes et dans des moments parfois extrêmement courts et qui ne sont pas prévisibles, j'ai choisi d'aborder les répercussions de ce phénomène, donc de l'approcher de manière indirecte, et donc notamment à travers le deuil des familles et aussi les pratiques des soignants. Et donc voilà, vraiment sur les répercussions que ce phénomène peut avoir. Donc c'est une recherche qui est en place depuis 2 ans actuellement. La récolte de données est toujours en cours. C'est la première recherche qui travaille sur cette thématique-là en France. Il y a d'autres chercheurs avec qui je suis en relation qui travaillent sur la lucidité terminale en Allemagne, aux États-Unis et en Autriche notamment. Mais du coup, c'est encore un sujet qui émerge. Il y a du coup beaucoup de choses à en dire. Alors du côté de ma recherche en elle-même, la méthodologie a été validée par un comité d'éthique, celui de l'Université de Strasbourg, puisque j'ai eu la chance du coup de pouvoir leur soumettre mon protocole de recherche. L'idée, c'est d'abord, dans un premier temps, de proposer une approche rétrospective du phénomène de lucidité terminale. Donc là, à travers des témoignages et des proches et des soignants. Donc l'idée est d'avoir une trentaine de témoignages dans chacun des 2 groupes, donc un groupe de proches, donc de famille, et un groupe de soignants, pour pouvoir approcher un petit peu vraiment ce phénomène de lucidité terminale et l'impact que ça a pu avoir sur ces personnes. Donc cette approche rétrospective se compose d'un seul entretien, donc avec un guide d'entretien semi-directif et un court questionnaire fait maison d'une dizaine de questions sur le phénomène de lucidité terminale lui-même et un petit peu les caractéristiques qu'il a pu prendre. Et donc ces entretiens seront pour certains, pas tous parce que ça fait une quantité de travail assez énorme, analysés avec une méthode d'analyse de contenu qualitative. Et le deuxième versant de cette recherche serait une approche plus prospective de la lucidité terminale, où là, l'idée serait d'accompagner plusieurs personnes, une dizaine, dans le déroulement de leur deuil suite à un épisode de lucidité terminale. Donc avec cette fois-ci un suivi longitudinal de 3 entretiens, le premier prenant place quelques mois après le décès de la personne et les 2 suivants 6 mois après les autres entretiens. Donc un suivi sur environ 1 année finalement. Donc là, le guide d'entretien est différent et il y aurait l'utilisation d'un outil de mesure du deuil compliqué pour les 2e et 3e entretiens, pas au cours du premier parce que ça paraissait inapproprié, surtout dans les premiers temps du deuil. Voilà, le deuil compliqué ne se mesure pas si tôt. Et donc, c'est un outil qui a été traduit et validé en français et qui est utilisé dans de nombreuses recherches sur le deuil compliqué. Et là encore, ces entretiens seraient donc du coup retranscrits et analysés par grâce à une technique d'analyse de contenu, une fois encore qualitative, qui est encore à déterminer, mais il y a déjà des pistes. Et donc pour terminer, j'aimerais parler un petit peu des portées et des implications que cette recherche peut avoir, puisque je n'ai pas encore beaucoup de résultats à vous communiquer aujourd'hui. L'idée, c'est tout d'abord d'étoffer les savoirs sur la lucidité terminale, parce que finalement, on connaît encore peu de choses sur ce phénomène. Donc, tout d'abord, apporter de nouvelles connaissances, essayer de trouver de nouvelles pistes de travail,
de développer un petit peu voilà, tout ce qu'on peut savoir sur cette expérience-là. L'idée, c'est aussi bien évidemment de sensibiliser le public, que ce soit les familles ou les soignants, à ce phénomène-là. Au-delà d'en avoir de nouvelles connaissances, l'important est de les diffuser, voilà, de montrer que ce phénomène existe, de commencer à en parler, de commencer à voilà, donner quelques explications ou tout du moins quelques notions sur ce phénomène. Pourquoi pas de l'intégrer à certaines formations sur la fin de vie, si ce n'est sur les expériences exceptionnelles en fin de vie, pour les soignants qui pourraient du coup à leur tour aussi mieux accompagner les familles dans la compréhension de cette expérience-là. Il y a aussi donc l'idée de développer de nouveaux dispositifs d'accompagnement dans la fin de vie, que ce soit pour les personnes en état d'inconscience, mais du coup voilà aussi pour toutes ces personnes qui peuvent vivre ces expériences de fin de vie assez exceptionnelles, et donc la lucidité terminale, mais également on peut y mettre les expériences de mort imminente, mais aussi le fait de voir des défunts au seuil du lit de mort, qui est quelque chose finalement d'aussi fréquent, si je puis dire, que la lucidité terminale et qui reste important voilà, à parler, tout comme la lucidité terminale. Et l'idée, voilà, une fois encore, c'est d'ouvrir le dialogue sur ces expériences-là, de normaliser aussi leur existence. Voilà, elles font partie de la fin de vie, elles font partie de ce processus-là, elles peuvent y prendre place. Et c'est important de mettre des mots dessus, de pouvoir en parler, de trouver des interlocuteurs voilà, pour pouvoir mettre un sens aussi, pouvoir l'inscrire de manière peut-être un petit peu plus positive dans l'histoire de vie, que ce soit des familles, mais aussi des soignants dans leur pratique. Donc, je vais m'arrêter ici de mon côté. Je vous remercie pour votre attention. Oui. Merci beaucoup. C'était vraiment très, très intéressant. C'était très, très clair, aussi bien sur la définition de la lucidité terminale. Ça, c'était important de bien la redéfinir parce que c'est un terme dont on peut entendre parler, mais où parfois on a des définitions qui ne sont pas suffisamment précises. Donc là, ça a bien, bien reclarifié le sujet. Et je trouvais très intéressant aussi le fait que tu aies insisté sur la difficulté du dialogue autour de ces expériences-là. J'avais peut-être pas pris, moi, conscience de ça, de cette difficulté du dialogue, de la crainte d'être jugé, etc., du fait de témoigner de ce genre d'expérience. Donc, c'est un travail, du coup, qui est très important. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Non, pas pour l'instant. Si, alors. Je demandais, alors, Constance nous pose la question suivante. Je me demandais comment vous recensiez les proches ayant été confrontés à une lucidité terminale et quels étaient les critères. Oui. Alors du coup, pour trouver des personnes, et notamment des familles qui peuvent témoigner de lucidité terminale, du coup, j'ai notamment tenté de construire un réseau avec les établissements hospitaliers donc, de la région Grand Est. Et j'ai aussi lancé du coup des appels à témoignages du coup dans les presses locales. Donc là, je commence seulement à avoir beaucoup de réponses à ces appels. Donc, ça fait un moment que je les lance, mais effectivement, il y a eu une difficulté à maintenir un réseau et à trouver des personnes. Alors, les critères pour les sélectionner, donc pour l'approche plutôt rétrospective, les critères sont assez peu nombreux. Il faut que les personnes soient majeures, il faut qu'elles aient perdu un proche, donc si possible avec un lien direct, un lien de parenté direct, donc souvent un parent, un frère ou une sœur ou un enfant. Et donc pouvoir témoigner de cette expérience-là. Et il n'y a pas de limite de temps, donc ça peut avoir eu lieu il y a quelques années comme quelques mois. Par contre, pour l'approche prospective, là, effectivement, le temps qui s'est écoulé entre le décès et les premiers entretiens, là, est important à prendre en compte. Je ne sais pas si ça répond suffisamment à la question. Alors, il y a d'autres questions. Margot te remercie aussi pour ta présentation, comme Constance, et demande, as-tu entendu d'autres termes dans les services, dans les entretiens pour parler de lucidité terminale ou dans ton activité professionnelle? Par exemple, j'ai déjà entendu parler de lune de miel, entre guillemets. Alors oui, effectivement, il y a quand même toute une variété de termes qui est mis sur le phénomène de lucidité terminale. Moi, j'ai aussi entendu le chant du cygne, que j'aime beaucoup, le milieu de la fin, le regain d'énergie. Voilà, il y a une grande terminologie. Moi, j'ai choisi de prendre le terme de lucidité terminale, parce que finalement, c'est un terme qui a été défini par un auteur qui a beaucoup travaillé sur le sujet, qui est celui qui a produit le plus d'articles à ce jour et la plus grande revue de littérature, qui est Michael Nahm, donc un Allemand qui travaille
encore actuellement sur le sujet. Et lui a du coup dénommé le phénomène lucidité terminale. Donc j'ai choisi de reprendre ce terme-là, mais effectivement, il y en existe beaucoup d'autres de manière un petit peu informelle. C'est plutôt des termes positifs finalement. Si l'on entend chant du cygne, lune de miel, c'est Oui, ça plutôt. reste quand même des termes effectivement assez positifs dans ce que ça peut véhiculer, effectivement, comme un petit peu un dernier moment presque de grâce, ou en tout cas Mhm. effectivement de conscience et de lucidité. Oui. Mhm. Alors je continue dans les questions. Lisa demande, enfin écrit, merci beaucoup pour cette présentation très claire d'abord. Et y a-t-il d'ores et déjà des durées de lucidité terminale identifiées? Et est-ce qu'il y a des profils plus enclins à ce type de phénomène? Alors pour la durée, c'est vraiment assez variable. Il y a certains cas où ça peut durer quelques minutes, d'autres où ça va être plusieurs heures, si ce n'est plusieurs jours finalement. Il y a une grande variabilité dans les cas qui sont recensés dans la littérature. Après, pour les plus anciens, effectivement, il y a toujours la question de la validité du coup des témoignages que ça peut apporter. Mais récemment, voilà, il y a quand même eu pas mal de cas avec des durées différentes. Pour les profils, ça reste aussi extrêmement varié. Il y a vraiment des cas chez des personnes qui avaient des lésions cérébrales suite à énormément de pathologies différentes, où ça peut prendre place dans le cadre de beaucoup de démences différentes aussi. Donc pour l'instant, il n'y a pas de profil particulier. Il faut simplement que l'état général de la personne ait été altéré pour que du coup, il puisse y avoir ce regain, cette récupération des facultés. D'accord. Alors Manon pose 3 questions. Sujet très intéressant, merci. Et donc 3 questions. Première question, comment avez-vous eu connaissance de la lucidité terminale? Donc j'imagine un peu ce qu'il y a la genèse aussi de ce travail de thèse. Deuxième question, en travaillant sur la lucidité terminale à travers les proches ou la famille, savez-vous quelle est la part d'interprétation de l'expérience de lucidité terminale qu'ils ont vécu par rapport à la réalité entre guillemets? Donc ça, j'imagine qu'effectivement, c'est une question très complexe parce qu'on voit bien et on comprend bien qu'il est difficile d'objectiver ces moments-là du fait de leur voilà, du fait qu'ils sont imprévisibles et que c'est difficile d'aller faire des tests ou des expériences pour objectiver tout ça. Donc c'est la question de l'interprétation, d'avoir de pouvoir réfléchir à cette expérience que à travers l'interprétation des soignants ou des proches. Et la troisième question, c'est savez-vous comment vivre cette expérience / épreuve les sujets, comment vivent cette expérience, hein, les sujets de la lucidité terminale. Donc c'est en gros les personnes elles-mêmes qui ont ces épisodes, comment est-ce qu'ils le vivent, et pareil, qu'est-ce qu'on peut avoir d'un point de vue méthodologique, on pose beaucoup de questions pour avoir un peu, essayer de saisir la réalité de ce que ça peut être. Alors du coup, pour répondre à la première question, j'ai entendu parler de la lucidité terminale au cours de mon parcours universitaire. J'ai du coup réalisé des mémoires de recherche et j'ai entendu parler de ce sujet-là à ce moment-là auprès du coup de la personne qui est actuellement mon directeur de thèse, donc Renaud Évrard. Et c'est lui qui a du coup été amené à travailler ou en tout cas à entendre parler de ces thématiques-là, car il a du coup travaillé dans le même institut que là où se trouve le chercheur allemand qui a du coup énormément théorisé sur la lucidité terminale. Donc du coup, j'en ai entendu parler par cette personne-là et il m'a proposé de travailler sur cette thématique-là qui était à la croisée de mes mémoires de recherche universitaire. Et donc ça m'a beaucoup intéressée de pouvoir voilà, approcher ce sujet complètement nouveau et sur lequel il y a beaucoup à dire. Ensuite, la part d'interprétation de l'expérience, effectivement, forcément, il y en a. La part, du coup, je ne saurais pas dire à quel point. J'ai pris le parti, du coup, d'approcher les répercussions et donc la lucidité terminale par le témoignage. Donc forcément, je sais qu'il y a une part de subjectivité, très clairement. Après, c'est voilà, mon choix d'approcher ce phénomène-là de cette manière-là, parce que je pense que c'est assez difficile. Et il y a beaucoup de questions, même éthiques, à approcher les personnes qui vivent elles-mêmes la lucidité terminale. Donc voilà, ça fait partie des limites de mon étude et des biais qu'il faudra voilà, expliciter très clairement. Mais oui, j'en suis consciente. Et après, pour quantifier cette part-là, c'est pour ça qu'il y a aussi le questionnaire qui a été mis en place d'une dizaine de questions où on tente du coup
d'objectiver le plus possible l'état de la personne, donc en demandant quelle était la pathologie dont elle souffrait, sur une échelle, le degré d'altération de son état avant la lucidité terminale, puis le degré pendant l'expérience de lucidité terminale. Voilà, donc il y a quelques tentatives d'objectiver un petit peu, mais ça reste effectivement du coup l'expérience de la personne qui a été témoin. Mais pour l'instant, voilà, comme c'est aussi les premières recherches, je me contenterai d'avoir accès à ces données-là. Après, voilà, ça permettra au moins de formuler des premières hypothèses pour d'autres recherches à venir, j'espère. Et pour finir, du coup, les personnes qui vivent elles-mêmes la lucidité terminale, alors j'ai pas eu l'occasion d'en rencontrer, mais à travers les témoignages des personnes qui en ont été témoins, souvent ce qui revient, c'est que les personnes sont conscientes du fait que ça va être la fin pour elles, sont conscientes de leur mort assez imminente, et du coup, généralement, en profitent. Voilà, pour dire adieu, pour voilà, poser un peu une dernière fois les choses. Et c'est d'ailleurs cette lucidité-là sur leur propre mort qui est aussi assez frappante et qui vient questionner souvent les proches. Ça, c'est quelque chose qui revient quand même assez fréquemment, en tout cas du côté des personnes qui vivent elles-mêmes l'expérience de lucidité terminale. Alors, il y a encore 2 autres questions et puis après on passera à la présentation suivante. Une première question, si je comprends bien, qui demande est-ce qu'il ne faudrait pas différencier lucidité et conscience? Par exemple, on peut parler de lucidité chez des personnes démentes et de conscience terminale pour d'autres pathologies, par exemple des comas. Donc voilà, parce qu'il y a effectivement une question de définition, et notamment de définition de la conscience et de ce qu'on va appeler lucidité. Peut-être déjà cette première question-là, une réponse peut-être courte, si c'est possible, et je poserai la dernière question. Alors, je dois dire que du coup, moi, c'est une question que je m'étais pas forcément posée, de différencier la lucidité et la conscience, puisque finalement, sous le terme de lucidité, j'aurais tendance à y adjoindre le fait de potentiellement retrouver la conscience. Et du coup, ce serait pour moi 2 termes voilà, assez similaires où les personnes du coup retrouvent leur lucidité et du coup la capacité voilà, à être conscient d'être d'être atteint de la pathologie, mais voilà, d'être à nouveau éveillé, d'avoir de nouveau certaines capacités. Voilà, donc pour moi, les deux termes se rejoignent, mais effectivement, je vais réfléchir à cette différence oui, qui pourrait exister, ne serait-ce qu'au niveau des définitions, parce que le terme de lucidité terminale lui-même pose toujours un petit peu question à conserver ou à changer. Alors, une dernière question qui pose la question de la sédation et de la place de la sédation en fin de vie. Alors, je vais lire la question de Cécile comme elle l'a formulée. Merci pour ce sujet passionnant. Pensez-vous que la sédation peut altérer ces moments de lucidité? Je pense à une situation qui m'a été décrite d'un patient de caractère difficile avec troubles cognitifs. Il avait plusieurs enfants, dont infirmière, qui avait suggéré la mise en place d'une sédation pour apaiser les relations en fin de vie. Or, cette sédation n'a pas pu être mise en place dans les temps prévus et finalement, le patient s'est retrouvé très lucide, favorisant une bonne relation, réconciliation au sein de la famille. Ils ont été très surpris du dénuement et très touchés des derniers instants conciliants. Alors ça, du coup, effectivement, c'est une question qui a déjà été abordée et qui est souvent soulevée dans la lucidité terminale, le fait qu'effectivement, la sédation en fin de vie, oui, peut altérer l'apparition de ce phénomène, puisque du coup, il ne laisse pas la place à cette lucidité d'émerger de nouveau. Et du coup, il y a voilà, beaucoup de questions, même du côté éthique, sur le fait du coup, de peut-être priver les personnes de ces moments-là par la sédation, mais en même temps, la sédation est aussi présente pour voilà, limiter les douleurs et a quand même toute sa place. Ce qui fait qu'il il y a effectivement tout un questionnement qui relance aussi les débats sur la sédation en fin de vie. Oui. Et la lucidité terminale s'y inscrit effectivement clairement. D'accord. Alors, je vois qu'il y a une discussion qui se poursuit sur le chat sur aussi toutes les représentations qu'on peut retrouver aussi dans les films ou dans les arts sur la représentation d'un patient qui serait communicant, paisible, qui se réveille dans les dernières minutes pour dire adieu à ses proches, etc. Donc, je vais vous laisser poursuivre cette conversation pour ceux que ça intéresse. Et puis, je te remercie beaucoup, Marine, pour ce sujet très intéressant. Et Merci à vous. merci. On va passer à la présentation d'après.